Radio Flamme 90.6 FM. On va commencer avec la charmante Anne qui est là. Alors, bonjour à tous, avec plaisir, je suis avec vous. Je vais bien, parfaitement bien. Tu as l'air en tout cas, tu es radieuse. Merci, merci. Quel teint de pêche. Le vent frais sur le visage. Ah c'est ça, et puis la bise fut venue, et puis la bise chez nous c'est 4. Alors donc aujourd'hui on va continuer Au cœur de soi, c'est ta petite chronique, enfin une petite chronique qui dure quand même 1h30, qui démarre. Là on démarre un petit peu en avance. Justement, comme ça tu vas pouvoir gagner du temps sur l'émission d'après. Donc aujourd'hui on va parler, donc on rappelle le cadre de l'émission, on parle de prévention, c'est un peu de la prévention santé, comment aller mieux dans tous les domaines, c'est un peu ça. Hein. Oui, et puis même pourquoi pas guérison, s'il y a des personnes. Et pourquoi pas guérison. Qui veulent prendre en charge leur santé, tout est toujours possible, même naturellement. Tout est possible. Et aujourd'hui, on va parler de la fatigue, c'est ça. Hein. Voilà, la fatigue. La fatigue est quand même un souci général. Surtout en ce moment. Oui, avec les événements extérieurs en plus, mais je crois qu'on est dans une société où quand même on a tendance à être facilement fatigué. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi tout ça, et puis les différentes phases aussi au niveau de la fatigue, qui est lié en fait au stress, un stress chronique. C'est vrai que la fatigue, alors dans les idées reçues, il y a l'histoire du cumul du sommeil qu'on n'arrive pas à rattraper. Ça fait partie j'imagine, de ton plan aussi. Oui, entre autres, oui, ça fait partie de. Alors il va falloir que j'explique un petit peu comment fonctionnent tous nos systèmes. Tout d'abord, le système nerveux, c'est ça. Très très compliqué. C'est vraiment un organisme extraordinaire. Alors bien sûr, je vais toucher qu'une petite partie. Oui, parce que c'est-à-dire qu'on va rassurez-vous les auditeurs, mes chers auditeurs, on va vulgariser tout ça. Oui, je vais essayer parce que pour moi ça n'a pas été facile de clarifier tout. Il faut savoir que dans le corps humain, tout est lié. Je veux dire, les organes communiquent entre eux. Donc, dès qu'un organe ne va pas bien, ça impacte sur les autres. Enfin, ça veut dire que on est dans quelque chose de complexe. Par exemple, tu penses que sur la photo, quand le corps humain se fait se prendre dans son ensemble, t'as la rate qui discute avec l'estomac, l'autre il fait arrêtez de discuter la rate. Ah, la photo est loupée. C'est un peu ça. Tout est lié. C'est vraiment tout est touché dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans le corps, et le reste aussi est touché. Donc c'est complexe en fait. Voilà. Non mais c'est une merveilleuse machine le corps humain. C'est vrai qu'il faut. Ce n'est même pas une machine. C'est un être vivant. Il faut pas dire ça. Oui. Alors, pour faire simple, au départ, je vais vous dire qu'il y a deux modes de fonctionnement majeurs dans le corps pour le métabolisme, pour que tout fonctionne. C'est le catabolisme, c'est le côté quand on est dans l'action. Catabolisme. Dans l'adaptation, quand on répond au stress, quand on est soit dans la fuite, soit dans le combat, c'est quand on réagit à des sollicitations. On est dans le système, dans le mode du catabolisme. Donc c'est un mode d'action, quoi. Voilà. C'est un mode d'action. Voilà, action. Oui. Et ensuite le mode anabolique, qui est inverse. Donc c'est plutôt dans le moment des calmes, etc. C'est quand le corps peut se restaurer, digérer, éliminer, se régénérer, se réparer. Donc il y a action, repos, on va dire, en tout cas, catabolique, anabolique. Et ça, c'est absolument à rester en équilibre. Si c'est pas en équilibre, on commence à avoir des petits problèmes. D'accord, il faut que ça effectivement, soit... c'est pas en équilibre. Si on est trop dans le catabolisme, on va dire, le corps n'aura pas le temps d'éliminer, etc. Comme ça, on aura accumulation de déchets, etc. On va voir ça. On va voir ça. Voilà. Donc déjà, on a bien compris. Catabolique, action et anabolique. Alors, aujourd'hui, on est dans une société où on a beaucoup de sollicitations. Attends, avant, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, face à un stress, parce qu'un stress, c'est pas forcément négatif, ça devient négatif quand c'est chronique. Un stress, c'est quand on a une sollicitation extérieure. C'est ça. Donc, on y répond. Et après, hop, repos. Le stress, c'est cette fameuse énergie qui nous servait à nous, les hominidés, de courir plus vite que les dinosaures qui courent après. Ou même, je veux dire, on a un petit truc, une petite épreuve à dépasser, il faut aller faire ses courses et c'est un peu lourd. Enfin, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ça peut provoquer un petit stress, mais voilà, et après, hop, stress, on se remet en repos, en équilibre. Qui n'est pas péjoratif comme mot au départ. Le stress, c'est simplement le fait de se mettre en action, quoi. Voilà. Ouais. Voilà.
Mais aujourd'hui, on est noyé dans les sollicitations et on est beaucoup trop dans le mode catabolique. Et le corps n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour avoir un stress comme ça continuel. Alors que c'est quoi dans notre société? C'est le bruit, c'est les infos merdiques, c'est la pub, c'est beaucoup d'écrans, ça peut être aussi le mental. Ça peut venir des sollicitations extérieures comme intérieures. Il y a le mental. Quand on est maintenant dans un monde de performance et de perfection et de jeunesse éternelle, évidemment, tout ça, ça peut engendrer aussi un stress à l'intérieur de nous, à travers nos pensées. Des modèles inatteignables, et à partir de là, on stresse, quoi, parce que tu ne peux pas l'atteindre, mais on te fait penser que tu peux. Oui. Par exemple, le fait, comme tu dis, la fameuse jeunesse éternelle, le fameux jeunisme. Tout le monde maintenant veut carrément ne plus avoir de rides. Voilà, si t'as le malheureux cheveu blanc, tout de suite faut le teindre. Enfin bon, je donne des exemples. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde où en plus on nous demande dans le monde du travail, il faut être performant. On a perdu un peu le sens d'ailleurs du travail parce que ça passe avant tout, l'argent, etc. Enfin bon. Et puis toujours l'esprit de compétition. Voilà, cet esprit de compétition, etc. Et donc on ne laisse pas assez d'espace au mode anabolique, le repos. Donc le corps se régénère. On est toujours en catabolique en fait, c'est ça. Trop de sollicitations. D'accord, donc l'organisme... Et face à un stress, il faut savoir que plusieurs systèmes se mobilisent pour répondre au stress. Le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Notez chez vous, système nerveux, système endocrinien et système... immunitaire. Et immunitaire, 3. Voilà. Qui sont tous les trois imbriqués les uns les autres. Et si on est toujours sollicité, on mobilise donc toujours notre système nerveux endocrinien et immunitaire qui finissent par se fatiguer. Et ça, je vais expliquer un peu de quelle manière. Enfin, j'espère que je vais être clair. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. On va diminuer notre capacité d'adaptation. C'est-à-dire que plus on est fatigué, plus on devient frileux, ou on ne supporte plus la chaleur, ou on n'arrive plus à réfléchir correctement, plus le corps devient paresseux parce que les systèmes sont fatigués, voire épuisés, parce qu'on peut aller jusqu'au burn-out. Donc, il est important de comprendre, je pense, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'effectivement, alors, par contre, c'est jamais le même ordre, j'imagine, au niveau... quand un problème commence, si tu veux, c'est pas forcément le système immunitaire qui va commencer en premier, ou ça peut être le système nerveux. C'est un petit peu tout à la fois. C'est tout à la fois, quoi. Mais si on fait le tiercé avec les photos des chevaux... Non, là, je te répondrai pas, Lionel. Tu ne sais pas. Il n'y aura pas de lot gagnant après. Il n'y aura pas de lot gagnant. Donc, on va commencer par le système nerveux. Alors, le système nerveux, c'est un système d'information. C'est un système d'information. Qui est le système nerveux, donc. C'est tout le réseau neural, quoi, tout le réseau de nerfs. Oui, le nerf, voilà, les nerfs, donc, qui avec des petits influx électriques vont envoyer l'information. Par exemple, on va toucher la table, on va sentir donc la texture de la table. Donc, on touche la table. Il y a l'information qui passe par les nerfs de la main, qui vont remonter dans le cerveau. Le cerveau va interpréter. Va dire ça c'est une table. Ça va revenir dans la main, et c'est là qu'on aura donc. Et ça revient dans la main, alors ça refait le tour. Oui, voilà, ça fait l'aller-retour. Donc c'est très très rapide, effectivement. C'est pratiquement instantané, puisque ça doit être à la vitesse de la lumière. Je présume que c'est des influx électriques. Oui. Oui. Donc c'est pour répondre. Donc le système nerveux est fait pour répondre à une information perçue, extérieure, mais intérieure aussi au niveau de nos organes. Voilà, c'est la fameuse, c'est le raccordement un peu à EDF, quoi. Voilà, t'as une activité électrique dans le cerveau. Et dans ce système nerveux général, il y a deux sous-systèmes, on va dire. Alors ça, je le sais. Le volontaire, ah bon? Ah bah oui. Et l'autonome. Alors le système volontaire, c'est celui dont on est conscient. L'orthosympathique, c'est ça. Hein orthosympathique, c'est ça? Non, après, ça vient. Ça après. Le volontaire, c'est quand, par exemple, on veut soulever quelque chose, hop, on est conscient qu'on est en train avec nos nerfs notamment, on est conscient de l'information pour pouvoir prendre quelque chose ou pour faire de la gymnastique ou aller courir ou écrire. On est conscient quand même du mouvement.
que l'on provoque, et c'est notre système nerveux qui va donc gérer tout ça. Et il y a le système autonome, involontaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe dont on n'est pas conscient. D'accord. Ça, c'est énorme, parce que bon, ça représente tout le travail intérieur du corps. Et il y a 2 sous-systèmes encore dans l'autonome, c'est le sympathique et le parasympathique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Dans l'autonome, donc dont on est inconscient, il y a le sympathique qui lui donc gère tout le côté catabolisme, c'est-à-dire tout ce qui est action, tout ce qui est quand il faut accélérer, quand il faut agir, quand il faut faire quelque chose, grâce à certaines hormones qui vont être produites, notamment l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Et il y a le parasympathique où là, c'est plutôt le ralentissement, le calme, le repos, là où notre corps va pouvoir justement, comme je disais tout à l'heure, donc voilà, c'est pour s'occuper de nettoyer, de se régénérer. Pour les auditeurs, c'était pas un parachutiste sympathique, hein, c'est le système parasympathique. Donc sympathique et parasympathique. Et parasympathique, donc c'est là où on rejoint les 2 modes de fonctionnement. Alors, on rappelle, pour résumer, donc 2 modes de fonctionnement. Donc tu l'as dit, c'est volontaire et involontaire. Et c'est dans le volontaire qu'on trouve le sympathique et parasympathique. Non, c'est dans l'autonome. C'est dans l'autonome, d'accord. Bah oui, puisqu'on n'est pas conscient. L'autonome, il se débrouille tout seul. Le système nerveux se débrouille tout seul. Donc il est autonome. Il est autonome. C'est lui qui nous fait battre le cœur. C'est lui qui va gérer à l'intérieur. Qui préside à toutes les fonctions. Toutes les fonctions dont on n'a pas conscience et qui sont extraordinaires à l'intérieur du corps. Et la respiration aussi. Y compris la respiration. Que la respiration souvent est involontaire, mais quelquefois on peut la faire basculer dans le système volontaire, puisque avec la méditation et tu sais que nous sommes les seuls mammifères qui arrivons à faire ça, c'est-à-dire à passer en contrôle de respiration. J'avais lu ça il y a pas très longtemps et je le savais pas. Les humains sont les seuls mammifères qui peuvent prendre le contrôle de leur respiration. Les autres animaux ne savent pas le faire. Oui, parce que ça demande justement une conscience de respirer, au voilà. Niveau, oui. Donc là, c'est bon pour le système nerveux. Je pense que tout le monde a compris. Hein. Des questions dans le public? Parce que je vais passer au système endocrinien, puisqu'il est impliqué aussi dans le stress. On va voir après comment. Hein. Alors, le système endocrinien, donc c'est tout le système hormonal, neurotransmetteur, donc qui sont transmis, qui transmettent de l'information. Donc tout ça, ça vient du cerveau, ça, endocrinien, non? Non, pas forcément. Non, le système endocrinien, il y a les glandes endocriniennes qui sont donc la glande pituitaire, la glande pinéale qui sont dans le cerveau là. Oui. Il y a le thymus qui est du côté du cœur, il y a les surrénales au-dessus des reins, il y a la thyroïde au niveau de la gorge et les gonades. Et les fameuses gonades, qui sont les glandes sexuelles, on va dire, et reproductrices. Et donc on trouve des hormones dans toutes ces glandes, puis c'est les endocrines qui envoient les hormones, et on trouve aussi dans les intestins, parce que j'avais dit la dernière fois que c'était qui sous forme de cellules endocrines. Dans les intestins? Oui, dans les intestins, les cellules endocrines qui représentent une grande masse aussi quand même de notre système hormonal. Et toutes ces hormones-là, elles se croisent à des vitesses ça se croise et c'est faramineuses. Très compliqué. Oui. Donc là, on va s'arrêter sur essentiellement dans les surrénales, puisque c'est les surrénales qui gèrent donc le système sympathique notamment, c'est-à-dire l'action. Les surrénales, oui, effectivement. Voilà. Là, Donc les surrénales sécrètent l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol pour aller vers donc le côté catabolique, action. L'adrénaline, elle, est une hormone qui répond à un état de stress, quand c'est un stress normal, hein, oui, en accélérant le rythme cardiaque, augmentation de la tension, augmentation des bronches. Exemple, par exemple, on veut courir, adrénaline. Ben voilà, l'adrénaline, c'est et qui nous met en capacité de pouvoir courir. Ça donne même, à des doses très très fortes, ça donne même une force surhumaine, puisque c'est la fameuse mère qui soulève une voiture parce que son enfant est pris dessous, et là, elle a tellement... C'est l'adrénaline. Il me semble qu'elle soulève la voiture, comme Steve Austin, mais il en faut un paquet là. Mais les surrénales, justement, en prennent un coup. Il n'y a pas que l'adrénaline, je pense, il y a aussi la testostérone, etc. Il y a plusieurs hormones qui peuvent effectivement... Ouais, mais c'est la mère qui soulève la voiture, je sais pas si c'est la testostérone. Attends, la testostérone, on en trouve chez les femmes aussi. On en trouve chez les femmes, d'accord. Oui. J'apprends des choses aussi, moi. En plus petite quantité, mais il y en a. Il y en a quand même. Et c'est vrai que ça fait partie des hormones de puissance.
la testostérone. Ah bah tu vois, je disais pas des bêtises. Donc, état de stress normal, on répond à une sollicitation ou on la provoque, pourquoi pas. L'adrénaline est là pour nous aider à trouver donc cette énergie. La noradrénaline, elle, ça va être plutôt au niveau des apprentissages, de l'attention, de la concentration. D'accord. Voilà, comme on veut faire un effort de concentration, d'attention, etc., c'est l'adrénaline qui va nous le donner. Et le cortisol, Le fameux cortisol. lui, c'est l'hormone de l'adaptation c'est l'hormone du catabolisme. Du catabolisme. Pour l'adaptation, la mobilisation dans le corps des sucres et des graisses, notamment. Et c'est lui qui gère le fameux, Ouais. qu'on disait au début, stress, c'est ça, hein, le cortisol. Mais non, il gère pas le stress, je vais t'expliquer. Ah bah oui, d'accord. C'est le cortisol, lui, c'est lui qui va donc mobiliser les réserves dans le corps, Voilà. notamment les graisses et le sucre. Alors, on va courir, donc il y a l'adrénaline qui se met en place pour qu'on respire bien, etc., pour qu'on ait l'énergie nécessaire. Et le cortisol, lui, il va s'occuper de la mobilisation à ce moment-là de tout cet équilibre au niveau des graisses, des sucres. C'est l'intendance, voilà, le cortisol. Et aussi, il régule aussi l'inflammation. Ça veut dire que l'inflammation, c'est la réaction à une défense immunitaire. D'accord, oui. Hein, qui est normale. Là, je parle de quelque chose de normal. C'est-à-dire que on a, au niveau de notre barrière intestinale, par exemple, on en avait discuté, il y a de bonnes bactéries qui nous protègent des mauvaises bactéries. Oui, les fameux 2 kilos de bactéries là, que nous avons là. Voilà. Donc, petit problème d'attaque, on va dire, inflammation, et puis après, retour à la normale. Oui. L'inflammation est un phénomène tout à fait normal à la base, quand ce n'est pas devenu pathologique après. Voilà. Donc il a un rôle important, le cortisol, quand il fonctionne bien. Quand il fonctionne bien. Alors, le problème, c'est que comme on ne respecte pas les zones de repos pour le corps, quand on a beaucoup de sollicitations, que font nos surrénales ? Eh ben, elles sécrètent... Elles sécrètent plus du cortisol, de l'adrénaline et de la noradrénaline. Et surtout, le cortisol qui va donc, au détriment d'autres hormones ou d'autres glandes, etc., va prendre trop de place, en fait. Donc il va déséquilibrer le système. Et le système, voilà, est complètement... le système. Donc... ce qui se traduit par... Par exemple, trop d'adrénaline, ça va fatiguer le corps, puisque c'est des accélérations cardiaques, c'est une augmentation de la tension. Trop de cortisol, ça va déséquilibrer au niveau de la mobilisation des graisses et des sucres. Et oui. Donc, je propose qu'on fasse une petite pause pour voir les différents stades de fatigue, de stress. Donc, là, pour moi, c'est la même chose un peu. Pour l'instant, pour moi, c'était clair. J'espère que... Oui, je voudrais préciser que quand on a un stress, c'est normal d'être fatigué, mais après, on se repose et on retrouve l'équilibre. Et on doit retrouver, c'est toujours une question d'équilibre. Et moi, je vais parler après de fatigue chronique, ou de stress chronique. De retour avec cette chère Anne, qui est un puits de science, de santé. N'exagérons rien. Ensuite, tu connais des trucs. Hein. Alors, avant d'aborder les différents stades du stress, j'aurais voulu quand même refaire un petit point sur la loi de l'homéostasie. Qui est quand même la base de la santé naturelle. Alors comment ça s'appelle, la loi de l'homéostasie, c'est une loi du vivant. Homéostasie. Qui est liée à tout système. D'accord. Tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbation revient spontanément au bout d'un certain temps à l'équilibre. Ceci au travers de multiples processus régulateurs. D'accord. Ça, c'est important de le savoir, parce que là, je vais parler du stress chronique qui n'est pas dans des processus régulateurs, justement. C'est une sorte d'entropie du corps, on peut dire. Oui, il faut bien comprendre ça. Que si on laisse notre corps, un minimum, faire son travail tout seul, il revient à l'équilibre tout seul. Hein? Oui, je te dis, principe d'entropie, c'est-à-dire que les choses, si on les laisse à elles-mêmes, elles retrouvent un équilibre, quoi. C'est ça, retour à l'équilibre. Tout à fait. Donc l'humain obéit à l'univers. Oui, tout à fait. Alors, donc, 3 phases au niveau du stress, donc de la fatigue, puisque quand on est stressé, on est fatigué, puisqu'on a vu que ça pouvait... Donc là, il y a l'alarme, le premier niveau, c'est l'alarme. Alors l'alarme, on ne voit rien encore.
Il n'y a pas vraiment de... À moins d'écouter déjà être à l'écoute de son corps. Mais... Ça, c'est très important d'être à l'écoute de son corps. Mais souvent, c'est pourquoi ? Parce que c'est un peu la phrase, quand tu veux, tu peux. C'est vraiment souvent les jeunes, d'ailleurs, qui forcent beaucoup leur corps. Il y a un haut niveau, il y a beaucoup de sollicitations, certes, mais il y a haut niveau d'adrénaline, de cortisol, parce que les surrénales répondent bien. Elles sont en pleine force de leur âge, on va dire. Ça répond bien, etc. Pas de souci. Donc, par contre, donc on se sent bien, donc on va pas forcément faire attention à ces zones de repos. Oui, c'est ça, oui. Les surrénales fonctionnent bien, mais ça va durer qu'un certain temps. Donc là, elles fonctionnent bien. On prend l'exemple de quelqu'un au travail qui se donne à fond parce qu'il est passionné. Et le mec, il est à fond, et puis il se rend pas compte que ça commence à tirer. Énergie. Mais en fait, il est en train de griller tout son truc, et à un moment donné, ça... Et il le sait pas. Alors, les petits signes qu'on pourrait apercevoir, que la plupart des gens ont d'ailleurs, je pense... Mais il n'y a pas moyen de mettre un détecteur de fumée à l'intérieur, justement, pour détecter l'incendie. Il y a donc le cortisol qui monte, forcément, puisqu'il y a une demande... Et ça se traduit comment au niveau sensation ? Justement, oui, il y a donc petit problème qui commence de digestion. Ah, ça commence comme voilà. Ça, d'accord. Oui, parce que le cortisol, il est censé aussi, on avait dit tout à l'heure, au niveau du métabolisme, s'occuper de dispatcher correctement les graisses, les sucres, etc. Donc là, ça se fait déjà moins bien. Et donc on a des petits troubles de digestif, qui peut, rien de grave. Petit mal à l'estomac. Oui, voilà, où on digère pas bien, etc. Une hyperglycémie. Mais ça c'est pas grave parce que notre pancréas va d'un côté beaucoup compenser avec l'insuline puisqu'il fonctionne bien. Oui, parce que tous les organes sont solidaires. Quand il y en a un qui force, qu'il y en a un qui est fatigué, l'autre il fait attends, bouge pas. Je vais pas parler du foie parce que ça va être trop compliqué, mais on va s'arrêter rien. Mais déjà comprendre que tout est lié, c'est déjà intéressant de le savoir. Comme le cortisol, donc il y a une production d'insuline plus, donc on fatigue notre pancréas. Mais on le sait, ça va encore. Il est encore en forme. Hein. C'est des petits signes. On est en alarme seulement. C'est-à-dire qu'on a un peu de stress, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. D'accord. Donc on peut toujours récupérer là, s'il n'y a pas de souci. L'adrénaline monte aussi. On est d'accord ? Tout à fait. Tout ça monte. Ça va être donc un peu de pression artérielle, un peu des efforts au cœur. Donc le cœur va donner des petits efforts comme ça. Donc ça peut provoquer des migraines. Donc, on a tendance à avoir des migraines, des petites insomnies qui commencent. Le sommeil est peut-être moins équilibré. Des palpitations, on transpire peut-être un peu plus. On se sent un peu plus anxieux. Voilà, ça, c'est les petits signes que tout le monde a, quelque part. On va dire, ou beaucoup de gens. Oui, hein, et puis d'ailleurs, on le voit très bien. Il suffit que on ait un examen à passer ou quelque chose, une situation dans laquelle on tourne un petit peu rond, qu'on ne sait pas s'en défaire. On a ces signes-là en général. On a un stress. Nos surrénales marchent bien parce que on arrive encore à affronter les conditions de vie. Sans oublier que le cerveau, il travaille aussi pour résoudre le problème. Mais on voit bien qu'on a le ventre qui gonfle, parce que voilà. D'ailleurs, parce que le cortisol, comme il régule plus bien le métabolisme, les graisses vont plutôt se mettre sur le ventre. Alors les gens minces qui ont un petit peu de ventre, c'est ça aussi. D'accord, ça vient de là. C'est un signe qu'il y a déjà un stress quand même qui est déjà là. Donc là, c'est assez facile de le rétablir quand même. Hein. Il suffit de se rendre compte peut-être qu'on grille un peu trop nos réserves, donc donner plus d'espace. Voilà, donc le conseil de Anne, mes chers auditeurs auditrices, ralentissez un peu là parce que là, c'est vrai que le bourrelet que vous avez sur le ventre, c'est une sorte de dos d'âne, donc tu es obligé de ralentir. Hein. Oui, il y a des personnes qui souvent se comprennent pas qu'elles gardent du ventre alors qu'elles sont minces et qu'elles ont maigri partout sauf du ventre. Mais ça vient de ce dérèglement un petit peu lié au stress. Ouais, donc c'est pas forcément le fait qu'on mange de trop ou... Non. Non, c'est simplement, d'accord, tu vois, Non, pas forcément. Parce qu'on peut manger beaucoup, mais ça va pas forcément se mettre sur le ventre si jamais il y avait des déchets qui vont... C'est le cortisol qui range pas sa chambre. Oui. Il en met un peu partout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on respecte pas nos zones de repos anaboliques, eh bien, on ne laisse pas assez d'espace au corps pour éliminer. Et oui. Donc, et pour évacuer les déchets. Donc, où vont se mettre les déchets ?
Ben voilà, c'est le... Il y a plusieurs façons que le corps a d'entreposer les toxines et les déchets, notamment le gras. Notamment le gras, Voilà. qui est... Alors après, il y a le stress de résistance, c'est un peu plus avancé. Stress de résistance. Ça s'appelle, la résistance. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire de la résistance, mais bon. Alors, là, c'est un peu plus de la fatigue. Là, la fatigue, on la sent bien, là. Hein. Donc on est au stade au-dessus, un petit peu, là, hein, de ce que tu viens de dire. Oui. Au-dessous, ça dépend. Un Ouais. peu plus de fatigue. Enfin, bon. D'accord. Donc, les surrénales commencent à être fatigués. Donc, ça se sera traduit dans le corps aussi. Donc, il y a donc peut-être une baisse de la libido, parce qu'il y aura une baisse de la testostérone et des œstrogènes. Même pour les femmes, des fois, quand on a du mal à avoir les enfants, elles sont peut-être stressées. Elles ont Ah, peut-être- effectivement, le stress joue là-dessus aussi. Oui, le c'est vrai. stress. Et parce que quand on parle de fatigue, c'est une fatigue générale en général. Sur plusieurs. C'est pas juste la fatigue. C'est ça, Oui, 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 c'est ça que je veux faire passer comme message. C'est qu'en fait, quand on a un symptôme, ce n'est un bout de l'iceberg, quoi. Voilà, quand t'as plein de gilets jaunes qui font la ronde à l'intérieur, c'est une fatigue générale. Donc on peut avoir une petite baisse de la libido, du désir, voilà. Hein. On peut aussi, je veux dire. Tu sais ce que c'est que le contraire de libido? C'est bidoli. Ne perturbe pas trop, pour moi c'est déjà un peu difficile C'est de perturbant. prendre mes... Alors le baisse du système immunitaire, bon, parce qu'au niveau de l'inflammation c'est pareil, ça répond moins bien, donc il y aura l'inflammation va durer plus longtemps en cas de problème. Par exemple, il y a Donc des on va vers l'inflammation chronique. inflammations Comment s'y aller? chroniques. Alors, quels exemples d'inflammation? Par exemple, peut-être du psoriasis ou des choses comme ça, des choses de peau? Oui, non oui, c'est vrai que ça peut aussi, mais ça va être encore un stress. Oui, vraiment, un peu plus profond encore. C'est vrai que ça va monte encore. provoquer des problèmes de peau, et je vais expliquer pourquoi après. Donc, il y a aussi de la baisse de l'aldostérone, qui est aussi une hormone qui est produite dans les surrénales, et l'aldostérone retient les minéraux au niveau des reins, et pour aussi réguler le volume sanguin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on commence à... Les surrénales sont fatiguées, Alors, qu'est-ce qui se baisse passe? d'aldostérone, perte de minéraux. Perte de Puisque minéraux. l'aldostérone n'est plus capable de retenir les minéraux, donc on perd les minéraux dans les urines, etc. Donc, il y a déjà une déminéralisation qui se met en place. Déminéralisation. Donc, Voilà. c'est là Donc, les gens qui qu'effectivement, ont de l'arthrose, tout ça, c'est ça. ça vient de là. Oui. C'est aussi une phase où on a envie de café tout le temps, parce qu'on sent qu'on est fatigué. Sinon, on a besoin de café pour se sentir Oui, avec de l'énergie ou des dopants. Hein. On a une attirance pour le sel, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on a le sérone qui est basse, donc on a besoin de sel pour remonter les sels minéraux, enfin pour retenir l'eau. Et oui. Ça, c'est des petits signes qu'il faut penser que là, le stress, il commence à devenir à gérer quand même, parce que là... Et à contrario, c'est vrai que le sel, plus t'en prends, plus t'es nerveux aussi, quoi. Parce que ça énerve. Le sel, ça. Si on fait rien à côté, si on prend pas les choses de manière globale, effectivement, on produit d'autres dégâts. Tout est une histoire de bon sens quand Oui. on sait que tout fonctionne d'une manière. Mais de fait, quand on est dans cet état de stress, à la limite, on néglige complètement le véhicule, quoi. On s'en oui, occupe pas. On fait pas tout les à fait. niveaux, on s'en fiche. Oui, voilà. Donc tout à fait. c'est de là que, comme tu dis, Oui. toutes ces choses-là s'accumulent, quoi. Oui. Donc les surrénales sont fatiguées, mais nous on est fatigués aussi. On est fatigués et on essaye de combler avec des dopants comme le café. On essaye de prendre peut-être d'avoir des stratégies qui ne vont pas permettre. L'indispensable, c'est le repos. Laisser le corps se débrouiller tout seul, c'est-à-dire le laisser tranquille. Alors le repos, c'est pas forcément le sommeil, hein, c'est autre chose. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est ne pas être dans la sollicitation. C'est ça, c'est Voilà. mentalement d'être, je sais pas comment on pourrait le Mais formuler. le mental, il y a les sollicitations extérieures aussi. C'est ça, mais Faut mentalement, limiter. quand t'es confortable dans ta tête, c'est vrai que tu te reposes déjà, quoi. Quand t'as, par exemple, quand t'as résolu un problème intérieurement, effectivement, t'as tout qui se Oui, dessert. des gens le sentent. On le sent que ça va mieux. Mm. On souffle. Après, si ça continue, on va à l'épuisement. Parce va à que l'épuisement, c'est le fameux burn-out. Dont on parlait tout à l'heure. Oui, et qui est de plus en plus courant aujourd'hui.
qui n'existe, enfin, ceci dit, il devait exister, mais ceci dit, c'est un mal quand même assez spécifique de notre époque, oui. parce que ça n'existait pas forcément, j'imagine. Parce que justement, on ne respecte plus assez nos rythmes corporels. Et notamment ce fameux équilibre entre le catabolisme et l'anabolisme. Alors le burn-out, pour préciser, ce n'est pas le fait de se retrouver... non, je vais faire un mauvais jeu de mots, je vais pas le faire. C'est le fait d'être en fait entièrement brûlé à l'intérieur, mais de l'extérieur, la maison est intacte. C'est ça. Hein. Ben c'est ça, parce qu'effectivement, l'épuisement, nos surrénales sont cramées. Enfin, c'est vraiment une... C'est ça, elles sont épuisées. Donc, de cortisol qu'on avait trop à un moment donné, ou d'adrénaline, tout ça, hop, il n'y en a plus, pratiquement plus, c'est très bas. Ça a redescendu et le niveau est très très bas. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous. Eh ben, faiblesse du cœur, on s'essouffle facilement. Baisse de l'irrigation capillaire. Oui, alors de la circulation, donc toujours froid aux pieds, aux mains. Après, sur la peau, c'est pas bien irrigué, donc les allergies. Allergies. Le candida albicans, qui est le fameux champignon là, qui a une dose respectable et normale, mais qui prend des proportions importantes. Donc baisse du système immunitaire encore, donc on est plus facilement malade. Inflammation chronique. Ah oui, là ça sent. Cette fameuse inflammation chronique dont on parle de plus en plus. Hypoglycémie, déminéralisation plus, puisque la dolcérone est encore plus ne retient de moins en moins des minéraux. Et donc la perte de cheveux et faiblesse des ongles un peu, non, c'est ça Oui, un peu tout ça. Résistance à l'insuline. Alors donc, justement, il y en a qui préconisent de dire que le diabète, ça serait en fait une maladie du stress. Oui, de plus en plus. Hein, le 2, quoi, le diabète qu'on chope vers la cinquantaine. De type 2, d'accord. Au niveau du cerveau aussi, problème, puisqu'il n'y a plus d'irrigation qui sont correctement. Donc, perte de mémoire, de la vision, des troubles auditifs, acouphènes aussi. Mais ça serait plus dans la résistance, je pense, les acouphènes, qu'on a l'épuisement. Problème d'équilibre, c'est le cervelet qui est touché. Ah oui, bah dis donc. Et dépression. Et la fameuse dépression. Un épuisement, donc, des systèmes... La dépression qui est vraiment le mal de notre siècle, comme on dit, enfin du siècle dernier même. De quelque chose, et peut-être que c'est une grande chance de tomber en dépression quelque part parce que le corps est obligé de se mettre en repos. La dépression, c'est tellement peu de ressorts pour faire quoi que ce soit qu'on forcément on est en repos. C'est déjà pas mal tout ça. Je sais pas si les gens vont se reconnaître à travers tout ça, mais si je pense. Hein. Je pense qu'on a différents niveaux de stress. Hein. Bon, l'alarme, c'est pas grave parce que l'alarme, c'est un stress qui peut être assez naturel. Hein. Là, par exemple, pour venir parler avec vous, chers auditeurs et chers Lionel, j'avais un petit stress parce qu'il fallait que je parle de quelque chose de compliqué et que ça soit clair pour tout le monde. Bon, ça y est, mon stress va mieux. Ça va mieux là, Donc, c'est pas un souci. Je vais pouvoir aller marcher tout à l'heure et puis avoir un bon sommeil. Bon, par contre, quand on commence à avoir des migraines, des insomnies, des palpitations, etc., je pense qu'il est bien de pouvoir commencer à se dire, oui, il faut que je me trouve des espaces de repos. Et là, c'est vrai que les gens ne savent pas forcément comment traiter tout ça. J'imagine que ça va être l'objet de... De toute façon, à tous les niveaux de stress, on peut toujours réparer le corps, puisque la loi d'Homéostasie nous dit qu'effectivement, un corps a toujours la capacité de retrouver l'équilibre. Est-ce qu'il y a lésion dans ces cas-là, par exemple au niveau des organes, quand tout ça marche mal, les organes diminuent, non, il y a des choses qui se produisent. Alors là, je sais pas, Lionel. Par exemple, une atrophie, par exemple des organes ou un truc comme ça, ou une hypertrophie, à contrario. On peut, par exemple, c'est vrai que si il y a plus d'irrigation capillaire, au niveau des capillaires, c'est le tout petit vaisseau sanguin là qui vont. Pourquoi pas c'est comme la maladie de Raynaud, c'est ça aussi. Alors il n'y a pas un rétrécissement des doigts, mais les doigts deviennent tout blancs. Oui, la fameuse c'est ça, c'est au niveau des irrigations. Ils deviennent jaunes au bout les doigts, c'est ça, hein. Jaune, blanc. Blanc, tout blanc, et puis on ne les sent plus quoi. Moi je l'ai eu ça, il y a. Parce que moi j'appelais ça la maladie de Raynaud parce que t'as le petit jaune au bout des doigts. T'as eu ça toi, la maladie de Raynaud? Ça n'a pas duré, mais je l'ai eu parce que j'ai eu un moment dans ma vie où j'étais très stressée suite à un divorce. Et c'est vrai que là, moi, j'ai retrouvé tous les signes presque de l'épuisement. Hein. Donc là, Anne, elle sait de quoi elle parle, là. Mais bon, après, je crois que tout le monde peut le toucher. Peut-être pas jusqu'au burn-out, parce que là, il n'y a vraiment plus rien. Il faut vraiment... On n'a plus le choix que vraiment de se reposer, quoi.
Le fait aussi de ne pas arriver à se réchauffer, ça, je pense que ça parle aux gens. Déjà, c'est un ça. site de stress. C'est un site de stress. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien à Quand tu as l'intérieur. toujours froid. Voilà. tu- Voilà. Alors maintenant, évidemment, vous attendez tous cette partie de l'émission, puisque ma chère Anne, nous allons parler de... Comment sortir de cette fatigue spirale. chronique, de cet épuisement, on va dire. De cette Alors ça va spirale, dépendre là. effectivement du degré de stress de chacun, de fatigue de chacun. Parce que la fatigue, c'est quand même, quand déjà on est très fatigué, c'est qu'on a déjà vécu un stress pendant longtemps. Donc toi, Il est urgent, je pense, de faire quelque chose. d'après ce que tu disais, effectivement, il y a 3-4 grands paliers dans la fatigue, c'est-à-dire choses Il y a la fatigue légères, naturelle après un effort, qu'on récupère tout de suite après une bonne nuit de sommeil ou, et ensuite il y a un repos. il y a les surrénales, Et etc. après, petit à Oui, petit, oui. d'après ce que j'ai expliqué, c'est selon l'état de nos surrénales. Donc, si on a des surrénales qui marchent bien mais qu'on les sollicite beaucoup, c'est peut-être quand même s'autoriser des espaces de repos. Alors les espaces de repos, c'est pas forcément dormir. C'est peut-être aller marcher dehors dans le silence de la nature. Tout simplement. C'est chacun trouver ses plaisirs. Mais la marche, c'est une panacée, la marche. C'est écouter de la belle musique. Donc déjà, de toute façon, moi je pense que quand on est stressé, si on veut être moins fatigué, il y a des choses à éliminer. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les bruits qui servent à rien, les publicités. Et nous avons oublié... Qui en plus nous conditionnent, les lieux qui nous aspirent, qui nous prennent de l'énergie, quoi. Et surtout les téléphones portables qui nous prennent beaucoup tout ce qui d'énergie. est, ça. attends, oui. Les infos, parce que se lever le matin avec des infos, avec toutes les nouvelles qu'on a, bon, déjà, ça y est, stress. Au maximum. Le mental qui prend le relais, parce qu'il n'y a pas que les stress extérieurs, les stress intérieurs, de nos croyances. Les films violents. Je pense que quand on est fatigué, on a besoin de douceur, de films plutôt romantiques ou de films d'aventure. La musique agressive, enfin chacun va apprendre éviter enfin tout ça et chacun apprendre ce qu'il a besoin, écouter des musiques qui nous inspirent. Et effectivement, au niveau des ondes aussi électromagnétiques, où on en a de plus en plus, à travers le four à micro-ondes, la Wi-Fi, enfin tout ça, c'est l'accumulation qui fait que, et peut-être s'autoriser à éteindre de temps en temps la Wi-Fi pour mieux dormir, gérer à ce niveau-là aussi. Il y a des gens qui sont électrosensibles à ça. Oui. Mais même moi, je me suis aperçu que quand j'éteignais la Wi-Fi à la maison, je dormais mieux, c'est simple. Il ne faut pas grand-chose, il suffit juste d'éteindre la Wi-Fi pour la nuit et déjà on a une amélioration. Parce que c'est l'accumulation des ondes. Oui, il y a beaucoup trop d'ondes, c'est vrai que... Il y a tout ça aussi qui stresse notre corps. Par exemple, le nombre de satellites qui tournent actuellement au niveau des téléphones, t'imagines les ondes on est des produits dans un micro-ondes, comme tu dis, la Terre c'est un micro-ondes. On est en train de cuire, quoi, en fait, compte avec les satellites qui des ondes ici. Là, tu as des images un peu... Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir, avec la loi d'Hermès, dont je parlais tout à l'heure, on peut se protéger quand même différemment, je vais l'expliquer. Donc, après, c'est aussi s'éloigner des gens qui nous... toxiques. Qui sont toxiques. Qu'est-ce que tu allais dire, là, qui s'éloignent des gens qui nous... Voilà, c'est-à-dire, essayer de se protéger de tout ce qui peut de l'extérieur. Alors, évidemment, quelqu'un qui travaille et qui a un patron... pour lui, ça va pas être évident cette personne, ça va pas être évident pour lui de... C'est pas, comment faire dans ces cas-là? Ça, c'est pas simple. C'est un facteur de stress, ça. C'est pour ça que ça nous renvoie à se faire du bien. Mais tout à fait. Alors, notamment dans l'alimentation. Il faut savoir que je reviens à l'alimentation, mais quand on mange une bonne alimentation, eh bien, on se reminéralise. C'est une alimentation anti-inflammatoire. Oui, c'est ce que tu disais. On réduit plus ou moins l'inflammation. C'est une alimentation énergisante. Et là, j'insisterai, c'est d'éviter aussi vraiment l'alimentation industrielle, parce qu'il y a des additifs et les aliments transformés sont pleins aussi de substances qui sont des troubles endocriniens, qui peuvent provoquer des troubles endocriniens. Il faut le savoir. Donc revenir à une alimentation plus saine, déjà, ça permet aussi en plus de donner la production des hormones du bonheur quand on mange bien. Les fameuses hormones du bonheur. Oui, ça a été prouvé. Même le professeur Joyeux en parle. C'est l'ocytocine, l'hormone du bonheur, c'est ça, non?
Ocytocine, il y a oui. les endomorphines, il y a la sérotonine. Bon, quand on marche, par exemple, ça fait du bien parce qu'on dégage des endomorphines. Endomorphine Voilà. et... Quand on se fait quelque chose de plaisir, etc., ça va être la sérotonine. La lumière, ça va être la sérotonine quand on est dans la lumière. Donc c'est aller dehors. Tout simplement. Hein, aller dehors, regarder la lumière, regarder même le soleil. Moi, je regarde le soleil l'hiver. dans les yeux. Ça fait du bien. Quelque chose aussi qui est très important, c'est les massages. Le toucher. Toucher, d'accord. Mais ça... Parce que c'est l'ocytocine qu'on sécrète dans ces cas-là. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais. Se faire masser, le massage, alors pour les gens épuisés, c'est vraiment un soin extrêmement puissant. Et masser aussi. Mais là, on se fait pas masser, on se fait du bien à l'autre, à soi-même aussi. On se fait donc, rincer. le massage, ça c'est un bon truc à faire. Ça c'est vrai que quand on peut, c'est... Donc, là, je te dis, avec le gouvernement, on se fait pas masser, on se fait rincer actuellement. Mais bien. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait... aller vers ce qui nous fait plaisir. Tout simplement. Se prendre du temps pour soi, de la relaxation, pourquoi pas? Parce que c'est un petit temps qu'on se donne à soi, de la sophrologie, des relaxations au niveau de la sophrologie ou de l'hypnose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils vachement intéressants parce qu'on peut se faire une relaxation chez soi tranquille. Tout à fait. Avec son iPad ou son téléphone. Et là, justement, on va en parler tout de suite puisqu'il y a une discipline que je suis en train de découvrir qui est à cheval. En fait, c'est pas tout à fait de la relaxation, mais ça s'en approche. C'est la fameuse cohérence cardiaque que tu connais bien. Oui, alors la cohérence cardiaque a l'avantage justement d'équilibrer le système nerveux, le système endocrinien, et donc immunitaire. Donc c'est vrai que c'est à la portée de tout le monde. Alors, dis-nous. Et Lionel va vous en parler, il en a fait l'expérience. Alors, c'est toi qui m'as fait connaître. Tu m'as parlé de ça il y a un petit moment déjà, et j'ai voulu voir ce que c'était. Donc c'est Servan-Schreiber qui a trouvé ça, je crois. Hein. Oui, c'est ça. C'est lui qui avait. Alors la cohérence cardiaque, c'est tout simple, c'est une façon de respirer. Tout le monde peut le faire. Moi, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je suis en train de tester. Il suffit simplement d'inspirer, inspiration par le nez, à bouche fermée. Hein. Vous inspirez par le nez et vous comptez jusqu'à 5. Alors 5 secondes, hein. En fait c'est 5 secondes. On inspire 5 secondes et on expire par la bouche 5 secondes. Donc, le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, il faut le faire 5 minutes par jour, il y a 6. Il y a 6 cycles dans une minute et on le fait 3 fois par jour, donc... Pour résumer, ils ont fait 365, comme ça, ça correspond à un an. Et là, on sait que la respiration de cohérence cardiaque, c'est 3, 6, 5. Oui. C'est ça, hein. 5 minutes fois 3 par jour. 3 fois par jour, 5 minutes. 6 cycles de 5 minutes, 3 fois par jour. Voilà, c'est ça. C'est ce que ça donne. Ça fait donc un quart d'heure. C'est vrai qu'un quart d'heure par jour sur cette respiration-là, je crois que ça aide énormément les gens inquiets. Parce que ce qui est génial, c'est justement, ça permet de tout remettre en harmonie, oui, c'est ça, hein. Ça fait partie de se remettre en mode anabolique. On se remet en mode anabolique. Pendant ce temps-là, notre corps, il se réjouit parce qu'il peut, il a un petit peu de temps là pour penser à lui. Et puis ça aussi joue sur les bonnes hormones, celles qui nous apaisent, celles qui nous rendent de bonne humeur. Donc il y a aussi la méditation, ça a été prouvé la méditation. La preuve c'est qu'ils en mettent dans les écoles maternelles. Ils commencent maintenant à en mettre dans certaines écoles maternelles. Comme la cohérence cardiaque d'ailleurs. Il y a certaines écoles. C'est à peu près pareil la cohérence cardiaque et la méditation, non? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on n'est pas sur la respiration consciente forcément que la méditation. Mais on peut, pourquoi pas. Mais effectivement, disons que ça se ressemble quoi. Les bienfaits, quand tu es en cohérence cardiaque, tu vas vers la méditation parce que tu apaises ton mental. À savoir que pourquoi cohérence cardiaque? Parce que les respirations correspondent au battement du cœur. En fait, c'est ça hein, le truc. C'est que. Alors, je sais pas si ça fait ça. Je pense que ça permet au cœur de se remettre en cohérence. Si, parce que il y a 60 battements de 60. Ouais, c'est ça, il y a 60 battements de cœur par minute à peu près pour un être humain. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Hein. Et donc on arrive à ça avec le. Mais disons que ça permet de mettre en harmonie tous les systèmes. Donc si le cœur se met dans un équilibre, en même temps, comme il fait partie du système aussi, puisqu'on sait qu'avec du cortisol en élévation, le cœur va se mettre à battre plus fort. Enfin, tu vois, tout est lié en fait. Donc ça permet de se retrouver un certain équilibre. Bon, avec la méditation, la relaxation. Et puis tu le disais, il y a plein d'exercices à faire sur YouTube notamment. Pour les gens curieux, oui, ils trouvent ce qu'ils veulent. Hein, s'ils veulent se relaxer.
relaxer, prendre un petit temps à soi pour soi, quoi. Il faut être un peu égoïste pour aller bien. Ah mais tout à fait. On est la Et borne plus on zéro est de bien avec notre. soi-même, mieux ça se passe avec les autres, d'ailleurs. Nous sommes la borne zéro de notre propre bonheur. Donc, aller vers la joie, aller vers quand on est dans notre vraie nature, c'est la joie. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver. Donc, mais le tout, c'est de comprendre qu'il faut respecter ce repos dont a besoin le corps pour se réparer. Et on s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas à l'écoute. Voilà, on n'est pas fait pour être toujours à être dans les performances, à régler des problèmes, etc. Ou à avoir des efforts physiques, etc. On n'est pas fait pour ça. On est fait aussi pour se reposer, pour prendre plaisir dans la vie, quoi. Tout simplement, aller marcher avec son chien, tranquille, regarder un coucher de soleil, se faire des câlins. Et ça, c'est très important. C'est aussi important que le reste. C'est pour ça qu'il y a tant de Parisiens qui viennent émigrer chez nous. Enfin non, on va pas prendre ce mot-là. Enfin, qui viennent chez nous, hein, parce que justement, ils en ont marre de tout ce stress. En plus, avec la pollution, eux, ils ont la pollution en plus. Tandis que chez nous, voilà, on se détend. On regarde les vaches qui mangent indolentes. Bah oui, pareil. Elles savent ce qu'elles font, moi, les vaches. Elles ont des moments pour manger, des moments pour digérer, des moments pour se coucher, des moments pour jouer. Parce que j'ai vu des vaches jouer, ça joue une vache. Ça joue et puis... Quand elles sont en liberté, elles sont joyeuses. Et quand elles sont stressées, elles donnent du lait caillé, directement. Là, c'est autre chose. Et j'ai parlé donc aussi, par contre, pour les gens qui sont vraiment dans l'épuisement, vraiment très 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 fatigués, qui n'ont plus beaucoup de ressorts, puisqu'on avait vu qu'il n'y a plus beaucoup d'adrénaline et de cortisol. Et d'adrénaline. C'est pas facile à dire ça. Hein. Noradrénaline. Donc qui sont vraiment épuisés de tous les côtés. Je pense que là, pour ces gens-là, je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement, à mon avis, que de réfléchir à leur mode de vie, à réfléchir à leur vie et remettre en place beaucoup de choses. Parce que s'ils continuent comme ça, ils vont vraiment, je pense, vraiment faire quelque chose de la maladie, vraiment des maladies qui sont graves. Et donc, ça serait vraiment là, je peux plus fonctionner comme je fonctionne maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et c'est bien prendre des décisions aussi, malheureusement, qui peuvent paraître difficiles. Mais pour prendre des décisions, il faut aussi avoir récupéré un petit peu. Et oui, parce que... Oui. Donc, pour eux, les massages, ça, c'est l'idéal. Les massages. Bain de soleil. Bon, là, en ce moment, il y en a moins, mais aller dehors, regarder le soleil. Tout simplement. On peut regarder le soleil quand il est bas, le soleil. Moi, je le regarde tous les jours et j'ai pas de problème de vue. Enfin, moi, je m'y risquerais pas. Hein, donc ça, vous faites ce que vous voulez, mais... Je parle pas du soleil en été extérieur. Je parle du soleil quand il est... Quand il est un peu voilé. Oui. Et puis pas le fixer pendant longtemps. Mais c'est prendre de la lumière. Et la lumière passe à travers les yeux, notamment. Respirer. Voilà. Marcher. Alors, pour les épuisés, c'est la marche tranquille. Et j'ai vu dernièrement que c'est une professeur Joyeux qui dit ça, une demi-heure par jour de marche à 3 km à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment très lent, 3 km à l'heure, puisque la marche à peu près moyenne c'est 4. Donc c'est vraiment tout doucement, ça rallonge la vie et ça permet au corps de pouvoir récupérer aussi. Donc ça serait, même si au départ c'est dur, mais aller marcher tout doucement. Pourquoi tout doucement ? J'ai testé ça avec la cohérence cardiaque. Oui. Il y a même pas une semaine, je me suis dit tiens, je testerai bien la respiration cohérence cardiaque, donc inspiration 5, expiration 5 secondes, et j'ai testé ça avec la marche. Et tu te mets à marcher très lentement. C'est-à-dire que d'une promenade d'1 heure, je suis arrivé à 1h30. Mais c'est vrai que tu arrives à la fin de ta promenade, oui. T'es quasiment dans un état méditatif. Oui. Franchement, tu es d'un calme, mais ça se ressent au niveau de... Oui, c'est pas violent, c'est quelque chose qu'on peut faire pour justement mettre notre corps, aller du côté anabolique, voilà, et permettre à notre corps de reprendre des forces. T'as raison. Ben, la cohérence cardiaque correspondrait bien à des gens qui sont vraiment très. C'est la marche très tranquille, c'est ce que tu viens de dire, la cohérence cardiaque. Ouais. La relaxation aussi, tout ce qui... se faire du bien à soi, parce qu'on s'est mis aussi beaucoup de côté. En plus, ça fait du bien au mental, parce que le mental, c'est aussi un agresseur. Hein. Bah tout à fait, c'est vrai que la menace est aussi à l'intérieur. On est attaqué sur 2 fronts. Hein. Donc, alors, par contre, les gens qui sont épuisés au niveau du régime alimentaire, je vais leur donner quelques petites pistes, parce que tu vois, tu parlais de ça, tu me demandais un jour combien il faut boire d'eau par jour. Ah oui. Et moi, je dis que ça dépend des cas. Effectivement, les gens très épuisés n'ont pas intérêt à boire beaucoup, puisqu'il y a une fuite des sels minéraux. Ah oui. Non, et donc, c'est important pour eux, je pense, s'ils veulent vraiment se retaper,
de pas boire trop d'eau. C'est pas le moment de boire des jus d'orange, par exemple. Il vaudrait mieux qu'il se base sur des fruits entiers, comme les bananes, les avocats, les dattes, les fruits secs. Une alimentation plus dense. Pour permettre de garder quand même les sels minéraux. Effectivement, de remettre un peu de... lié à cette baisse d'aldostérone dans les reins. Parce qu'il y a plus assez de consistance. Oui. Voilà. Et puis aussi boire de l'eau de Quinton. Alors l'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer. Donc moi, ce que je fais de temps en temps, quand je suis au bord de mer, je vais boire une ou deux gorgées d'eau de mer. Donc, parce que l'eau de Quinton, ça s'achète en ampoule. L'eau de Quinton, c'est l'eau de mer qui a été puisée en Bretagne, dans certaines zones assez profondes. Mais puisqu'on habite au bord de la mer et qu'on a des marées, donc la mer est suffisamment propre, quoi. Il y a du courant. Alors tu t'en mets dans une tasse. Moi, je conseillerais de boire un petit peu de quelques gorgées d'eau de mer, une ou deux gorgées par jour d'eau de mer, parce que c'est puissant en sels minéraux. Est-ce qu'il s'appelle boire la tasse sans risque de se noyer? Oui. Puisque voilà. Mais une tasse, c'est fait un petit peu beaucoup. Oui. Mais renseignez-vous, verrez, puisqu'il y a beaucoup de cures à base de cadeaux de Quinton, plasma de Quinton. On parle aussi de plasma de Quinton. Ou alors, si ça vous dit rien de boire un peu d'eau de mer, vous pouvez prendre un peu de sel de mer non raffiné, le gros sel gris là. Que tu mets dans l'eau. Non raffiné qu'on prend. Moi, ce que je fais quand je suis un petit peu fatigué, je me mets 2-3 petits grains sous la langue et puis ça fond. Mais bon, pour les gens épuisés, ça va être tous les jours. Pensez à prendre un peu de sel, mais du vrai sel. Oui, pour recharger vos surrénales. Le fameux gros sel. Et des algues aussi, puisque les algues c'est chargé en sels minéraux. Et des graines germées. Parce que parce que les graines germées, c'est très chargé aussi. Tu en parlais de ça, je m'en souviens, les graines germées. Mais ça serait surtout de ne pas se diluer trop dans l'alimentation. Ça veut dire pas trop d'alimentation liquide. Plus de l'alimentation. Tout ce qui est riz, tout ce qui est bien le complexe. temps que ça se remette en place. Hein. Le riz, par exemple, est très, très, très bien à ce niveau-là, justement, quand tu as des problèmes, justement, Le riz, c'est vrai qu'au niveau digestion, c'est très très bien, hein, non? Ben oui, le riz. Mais il faut pas oublier, puisqu'on est déminéralisé à ce niveau-là, faut pas oublier de manger des sels minéraux. Alors le cru, quand on est épuisé, ça passe pas très bien parce que le système digestif est très très fatigué aussi. Donc on peut manger cuit, mais j'insiste, c'est manger quand même des fruits et des légumes, cuits ou crus, mais comme on peut. Bien sûr du riz, le riz, effectivement, le basmati notamment, puisqu'il n'a pas un index glycémique trop élevé, on va dire. Donc il fait partie des riz qui sont tout à fait recommandés. Il y a le quinoa, enfin, mais et aussi les bonnes graisses, parce que je sais pas si j'avais parlé des graisses, mais les graisses sont vachement importantes aussi. Non, t'avais pas tellement parlé de. C'est la graisse, les bonnes graisses, il y a 3 huiles moi, que j'utilise et j'ai regardé un peu partout, c'est exactement les huiles qu'il faut pour avoir à peu près les bonnes graisses. Ce serait l'huile d'olive, cuisinée à l'huile d'olive. Oui. L'huile d'olive. D'ailleurs, qui fait partie du régime méditerranéen, qui est reconnu quand même protecteur. J'étais en train de le penser au moment où tu l'as dit. Maladies cardiaques, oui. Protecteur des artères, des maladies cardiaques. C'est le régime qui permet de vivre le plus longtemps, je crois, le régime méditerranéen, je crois. C'est le régime qui te permet de vivre jusqu'à 100 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, en France, oui. En France. L'huile de colza. Huile de colza. Parce qu'elle est riche en oméga 3. L'huile de colza. Alors, mais huile d'olive, huile de colza, c'est parfait. Puis, l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, j'adore parce qu'elle est excellente parce que elle atteint des hauts de cuisson très élevés. Donc, on n'a pas ces problèmes de transformation à la cuisson. De transformation des graisses. Et on s'est aperçu même que donner de l'huile de coco à des maladies d'Alzheimer améliorait la plasticité du cerveau. L'huile de coco est excellente. Et c'est très bon. Donc, n'hésitez pas à prendre de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est pas très cher l'huile de coco. Hein. Ça s'utilise partout. Pour manger et sur le corps, pour les cheveux, enfin c'est bon pour tout l'huile de coco. Donc voilà. Bon. Et puis prendre soin de soi. Je recommanderais peut-être aussi, alors pourquoi pas prendre pour l'hiver, pour tout le monde d'ailleurs, la vitamine D. Vitamine D, bien sûr. Ouais, mais ça, tout le monde sait pourquoi. Et en plus, la vitamine D, j'ai vu que elle était aussi intéressante parce qu'elle. Qu'est-ce que tu penses des compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie, justement, à ce niveau-là? Ils sont bien ou. Vitamine D Compléments alimentaires en général, parce qu'en général, on te fait un compliment qui Moi, je crois que j'achète pas en pharmacie. Oui, J'achète sur Amazon, en fait. C'est simple, j'ai tout sur Amazon et je regarde bien les choses. Alors, la vitamine D, on en trouve sur Amazon.
D'accord. Il faut au moins, je crois, une certaine dose, un certain dosage. À partir de 5000, je crois que c'est pour que ça soit valable. Et la vitamine D, je voulais dire, mais tu m'as coupé la parole. Excuse-moi. C'est que ça a un effet aussi au niveau du système immunitaire. Parce que ça permet de protéger les globules blancs et les lymphocytes. Voilà, pour qu'ils fonctionnent bien. Donc c'est important de le prendre pour l'hiver. Ça nous protège notamment, en plus que des bienfaits pour fixer les sels minéraux dans les os. Oui. Alors, il y a la vitamine C. Alors ça, c'est indispensable je pense, la vitamine C, c'est vraiment une vitamine. C'est recommandé. Ça revient à la mode d'ailleurs, mais à haute dose. À j'ai vu ça maintenant, on parle de la vitamine C à haute dose. C'est-à-dire, on n'est pas à 500 mg par jour ou à 1 gramme par jour, on est à 3-4 grammes par jour minimum. Alors, allez vous renseigner sur Internet. Moi, je prends 3-4 grammes par jour, des fois 5-6. J'ai acheté au kilo ma vitamine C, c'est de l'acide ascorbique, on l'achète au kilo. Et voilà, et c'est vrai que ça, comme je fume un petit peu, je suis pas complètement dans le... Les fumeurs, les gens malades, les gens fatigués, etc., ont intérêt à prendre de la vitamine C. Oh, tu fumes pas tant que ça non plus. Hein. Mais il y a une polémique avec ça. Il y en a qui disent qu'un gramme ça suffit par jour, mais il faut en prendre. Mais je crois qu'on élimine, alors, justement. Je vais vous donner tous les bienfaits de la vitamine C. Allez, vas-y. Alors, la vitamine C. Fais-nous du bien, mentalement. Défense contre les infections, protection des vaisseaux sanguins, des parois des vaisseaux sanguins, assimilation du fer, capture des radicaux libres, détoxication des substances cancérigènes, cicatrisation plus rapide, fabrication du collagène. Effectivement, elle participe à la formation du collagène, donc ça veut dire que on a une capacité de réparation dans les tissus plus grande. Hein ? Tu me donnes envie de m'en acheter là. Et enfin, en tout cas, s'il fallait vraiment prendre une vitamine, d'ailleurs, ce n'est pas une vitamine en fait, je crois que c'est un glucide, ça fait partie de la famille des glucides, je crois, ça s'appelle vitamine C. Quand on prend la vitamine C, je pense qu'on ne fait pas d'erreur, parce que de toute façon, on ne peut pas faire de surdosage parce que c'est éliminé dans les urines. Oui, c'est ça, c'est ce que il n'y a pas de problème. Oui. Et elle n'empêche pas de dormir, contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, elle fait partie de la régulation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues au niveau de la vitamine C. Voilà. Qu'on trouve dans les oranges aussi, hein. Et l'idéal, si on prend de la vitamine C, c'est de prendre l'orange pour les épuisés, non, puisque c'est très juteux. Ah bah oui, d'accord. Pour ceux qui vont pas trop mal, oui, pourquoi pas. Mais c'est 60 mg de vitamine C pour une orange. Donc, par rapport aux doses que je propose, chacun expérimente ce qu'il veut. Vous allez vous renseigner, vous essayez si vous voulez. Sinon, effectivement, citron, persil. Il y a de la vitamine C dans tous les fruits et les légumes. Toi, il faut les manger crus. T'es addict à la vitamine C, toi alors. Non, c'est parce que j'expérimente et c'est vrai que je m'aperçois que... Tu le sens mieux. Je pense que ça apporte plein de bienfaits. Après, chacun voit comme il veut, mais bon... Ensuite, moi je pense aussi à l'argile, parce que l'argile c'est très riche en sels minéraux. L'argile, tu penserais comment l'argile? L'argile en interne, les gens connaissent beaucoup en externe, mais en interne c'est intéressant parce que ça apaise le système digestif. C'est très riche en sels minéraux, en silice, en zinc, en cuivre, en lithium. Et ça se présente comment? C'est l'argile, pour la boire, c'est l'argile ventilée, l'argile verte. Ah oui, d'accord, oui. La blanche pour ceux qui ont un estomac trop fragile, mais sinon c'est la verte, qui a des vertus exceptionnelles. On guérit d'ailleurs dans beaucoup de pays. Il y a Jade Allègre, qui est médecin, qui en parle de l'argile, mais elle a guéri énormément de gens en Afrique, dans des pays. L'argile, ça guérit beaucoup de choses parce que ça a des effets de détoxication. L'argile va là où est le mal, comme on dit. Ah, d'accord, oui. Et elle stimule l'organe qui est déficient. Alors par quel système, il faudra que vous alliez voir parce que là j'ai pas trop le temps de tout expliquer. Elle nettoie le sang, etc. Et elle amène beaucoup de sels minéraux. Et puis, donc ça se boit en eau argileuse, c'est mieux pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est-à-dire que le soir, on va mettre dans un verre d'eau une petite cuillère à café d'argile qu'on va laisser tomber dans l'eau. On touche plus, et le lendemain matin, on va boire juste l'eau qu'il y a au-dessus. Puis au niveau des intestins, tu peux faire des belles poteries, par exemple l'élimination avec de l'argile. Nous remercie beaucoup, ils font des belles poteries, effectivement. Les sels sont beaucoup plus jolis. À base d'argile. Alors pour les constipés, on fait l'inverse, on boit l'argile le soir.
Mais tout ça, vous pouvez D'accord. avoir les renseignements sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des livres aussi sur l'argile. Non, mais je sais que c'est une véritable philosophie, l'argile. Bah, il y en a qui sont très versés dans ce truc-là, et ça englobe, comme tu dis, beaucoup de choses, hein, l'argile. Mais l'argile, oui, c'est quand même... Ça- C'est fabuleux, l'argile. C'est vrai que... Oui, c'est super. Mais il y a même le miel, le vrai miel. C'est Ah, aussi le des miel. verres, le propolis, tout ça. C'est la gelée royale. C'est des... Ça booste aussi le... Mais la gelée royale, c'est cher. Voilà, c'est cher. Donc moi, je vous donne des choses pas chères. Des choses Parce que pas la chères. vitamine C, 1 kilo de vitamine C, vous allez aller voir sur Internet ça pour entre 20 et 25 euros, mais c'est 1 kilo. Donc Ouais, bah oui, c'est ça vrai. devient pas cher du coup, parce que quand on en achète en pharmacie... Ça coûte rapport qualité-prix, avec oui, des c'est doses plus beaucoup intéressant. plus moindres, et après on prend la dose qu'on veut. L'argile, c'est pas un produit cher. La vitamine D, c'est pas très cher non plus, hein, comme vitamine. Enfin voilà. Donc, Eh ben là, on est arrivé quasiment. enfin après, il y a peut-être d'autres choses, mais moi je vous donne un petit peu en général ce que vous pouvez faire pour vous. Et on va passer au dernier volet tout à l'heure sur donc la loi de l'hormèse, qui est vachement intéressante pour rebooster les organismes. Tu avais envie d'en parler de ça, hein, ça te tenait à cœur. Et on revient avec Anne. Alors, je vais vous parler de la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse. Alors, C'est une loi du vivant, comme la loi de l'homéostasie. t'écris ça comment Je vais vous- Hormèse L'hormèse, H-O-R-M-E-S-E. D'accord. Alors, je vais vous donner la définition. Réponse à des stimulations des défenses biologiques favorables à des expositions de faibles doses toxiques ou phénomènes générateurs de stress. Tout système qui va à la limite de sa capacité adaptative s'améliore, alors que tout système qui dépasse sa capacité adaptative s'épuise. D'accord. Alors là, on en est sur la capacité d'adaptation, la loi de l'hormèse. C'est-à-dire que on a une certaine dose de confort qui se réduit d'ailleurs avec le stress de plus en plus. Hein. Oui. On avait vu ça. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut élargir notre capacité d'adaptation donc à ces défenses biologiques C'est-à-dire sur qu'en des fait, phénomènes, sur des sollicitations, on va dire. c'est-à-dire il faut solliciter. Comment est-ce qu'on va pouvoir se renforcer? En fait, il y a une phrase qui résume bien: ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Tout simplement. Voilà. Ben, c'est un petit peu le... Tu soumets ton corps à des stress Oui. qu'il peut supporter. Voilà, des petits stress, petits stress. à la limite de notre capacité. Alors, il y a plusieurs façons de faire. D'ailleurs, je vais donner un exemple, c'est par rapport à un muscle. Un muscle, par exemple, qu'on va pas solliciter, il va perdre ses... Oui, il va C'est s'atrophier, moyen. quoi. Il Il va va s'atrophier. s'atrophier, oui. Un muscle qu'on va solliciter régulièrement c'est dans le cas de la musculation, par exemple, qu'on va solliciter par moment, et ben, il va prendre de la force et du volume. Mhm. Mais un muscle qu'on va solliciter trop fort, il va casser, tout simplement. Donc voilà. Et nous, ce qu'on va essayer de faire avec cette fameuse loi de l'hormèse, c'est aller faire un peu comme en musculation, aller à chaque fois aller un petit peu plus loin de ce que l'on peut faire, tout en ne dépassant pas sa capacité d'adaptation. Oui, Donc, je comprends. donc là, ça demande de s'écouter un petit peu quand même. On peut y aller tranquille, parce qu'il y a plusieurs moyens de faire qui sont plus ou moins confortables. En fait, on sort de notre zone de confort. Voilà, c'est ça. En fait, le corps est comme une bouteille d'orangina devenir plus quelque part fort. et tu secoues la pulpe. En fait, c'est ça. Hein. Pour devenir plus fort, pour rebooster tout. Alors, je parlerai en dernier du jeûne, parce que c'est un principal... Le jeûne outil. est un outil de ça. D'accord. Mais je vais commencer par parce que le jeûne, je voudrais développer un petit peu qu'est-ce que nous apporte le jeûne. Oui, oui. Donc, le froid. Le froid, d'accord. Voilà. Alors, Donc on stresse l'organisme avec une douche froide. Non, c'est ça? il y a la méthode Wim-Hof. Non, ça c'est la respiration, c'est vrai. Non. Alors le froid. Oui, alors le froid. Bon, donc c'est. Ben oui, effectivement, le froid, c'est s'exposer au froid un peu plus, quoi. C'est-à-dire, quand on est dehors, mettre peut-être une couche de moins. Voilà, c'est ne pas être Voilà. bipolaire, mais simplement polaire. Voilà, on va dire ça. Mais par contre, on peut y arriver aussi, effectivement, par les douches froides. Alors, tout le monde va dire, au secours, les douches froides. Effectivement, je c'est connais pas impressionnant. beaucoup qui bravent la douche froide. Alors là, je n'en connais pas. Parce que la douche froide, en fait, ça va renforcer l'organisme. Alors la douche froide, on va pas la faire d'un coup. Ou on peut la faire, moi j'y arrive facilement, mais au départ, j'étais les jambes. Je fais ça, moi. Après, on monte. Mais finalement, parce qu'il y a un choc thermique qui va se faire. Oui. Et alors, Donc, on a donc une Tu le fais- constriction
de tout le système sanguin. Mais tu prends une douche chaude avant ou pas? Non. Parce qu'il y en a qui font chaud et Mais froid. pourquoi pas? On fait comme on peut, on essaie de faire au mieux. Ce qui compte là-dedans, c'est de dépasser être dans un inconfort pour booster l'organisme. Ouais, c'est ça. va Je comprends, booster tout l'organisme. Donc là, il y a une constriction qui va se faire sous le froid. Mais tu la mets vraiment très froide l'eau ou tu la mets vraiment très froide l'eau? Ah bah oui, le plus froid que je peux. Le plus d'accord. Ah, oui. Et au fur et à mesure de l'hiver, elle va être de plus en plus froide. Et pour ça, il faut le faire régulièrement. Mais bon après, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais ce qui importe, parce que j'ai expérimenté ça, et c'est vrai que c'est super agréable une douche froide. Pas au départ, parce qu'on est sous le choc. Mais après, tu te sens bien. Hein. On est comme ça sous la douche. Je connais. Et quelques secondes après, tout d'un coup, ça s'apaise. Ah oui, après tu te sens bien. On laisse couler le plus possible jusqu'à ce qu'on sente qu'il faut arrêter, parce que là qu'on commence effectivement à grelotter, ou on arrête, parce que c'est là où on va dépasser après notre capacité d'adaptation. Donc c'est finement à observer. Et après, je peux vous assurer qu'on a la peau un peu rouge et tout ça, mais on se sent vachement bien. On a chaud, puisqu'après ça se redilate partout. Donc, ce qui fait que tout le métabolisme du corps s'est mis en route et a boosté nos hormones, etc. Enfin, et bref. après, c'est toi qui chauffe la pièce, quoi. C'est toi le chauffage, ouais. Oui, t'as pas besoin de chauffage dans la salle de bain. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc ça, il y a aussi les bains froids. Alors là, le bain froid, j'ai pas testé ça. Il y en a. Alors moi, je me suis beaucoup inspiré quand même du site Régénéré, qui est vachement intéressant, avec Thierry Casanova. Et le fameux Thierry Casanova, oui. Il faisait moi, j'ai pas de baignoire, j'ai pas pu expérimenter, désolé, mais cher auditeur, je suis désolé. Mais lui, il a pris lui, c'est carrément un vieux congélateur. Oui. Et donc, il refroidit l'eau à 1-2 degrés, 2-3 degrés. Oui. C'est vrai qu'il est un peu extrême. Et après, il se met dedans, et d'ailleurs, il a fait une vidéo là-dessus. Il y reste quelques minutes, il ressort. Et bon, alors ça, c'est une manière aussi ou alors elle se baigner dans les torrents. Dans l'eau, dans la mer, l'hiver. Ouais, il y en a qui le font. Il faut le faire, ça. Il y en a qui le font d'ailleurs, mais ils sont pas nombreux. Et tout ça, c'est une manière d'élargir notre capacité d'adaptation, de se rendre plus fort. Ceux qui font ça, t'as beaucoup de personnes âgées qui ont l'habitude de se baigner depuis toujours en hiver. Vous avez raison. Ils pètent la forme. Tout à fait. Ils sont super en forme. Ouais. Et et on est de moins en moins frileux quand on fait ça. Moi, j'étais une grosse frileuse, je ne suis plus. Enfin, j'ai pas commencé les douches froides, c'est récent, mais avant, je sortais mon chien par n'importe quel temps. Et oui, c'est n'importe quel temps, tempête ou pas, on s'en fout, on sort. Et ça m'a aidé beaucoup, puisqu'il y a une capacité d'adaptation à mettre en place là, forcément, à être beaucoup moins frileuse, et plus ça va, moi je le suis. Donc ça veut dire que on peut toujours améliorer. C'est ça, non, mais j'aime beaucoup cette philosophie de stresser l'organisme, mais pas trop. Voilà. Alors avec le chaud aussi. Avec le chaud aussi, d'accord. Avec le chaud. C'est-à-dire, on va prendre. Alors, c'est peut-être pour les gens épuisés, ça, parce que le froid, pour eux, c'est compliqué. Alors, les gens épuisés, ils vont aller plus vers le chaud, c'est plus réconfortant. Donc, ça serait se mettre dans un bain chaud à 36-37 degrés. Ah oui, oulala, ça fait chaud, ça. Et après, remonter la température jusqu'à 42 degrés, progressivement. Oula. Oui, 42 degrés. 41 si on peut pas aller. Il faut toujours aussi faire attention à soi, on va pas dépasser. À 45 degrés, tu mets des oignons, des pommes de terre, un peu de semoule. Tu mets des oignons, des pommes de terre à 45 degrés. Non, c'est 42, c'est la température du corps qu'on a de la fièvre. Oui, c'est vrai. 42. Mais... 36, le corps est à 37 degrés. En général, 37,5. On commence à 36-37 et on va monter petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait un inconfort. Après, on reste à l'inconfort. Non, mais je te dis, cherche pas la à 45, tu mets les petites patates, les oignons, les carottes. Voilà. Et à 42 degrés, on peut mettre des plantes, effectivement. Et on reste un certain temps et puis on sort du bain chaud, on se couvre. D'ailleurs, c'est une méthode qui vient du docteur Samanov, qui est un Russe. Je parle des bains froids et des bains chauds, excusez-moi, ça vient de ce médecin qui a prouvé que avec ces manières de faire, on devient plus fort, donc plus résistant aux maladies, entre autres. Donc, température à 36-37 degrés dans une baignoire, qu'on monte à 42 degrés, il faut un thermomètre quand même, on reste 20 minutes, et quand on transpire, alors là c'est l'inverse, plutôt qu'il y a une constriction des vaisseaux, ça se dilate là, d'accord. Quand on sort du bain, on se couvre et on va se couvrir. On se met peut-être dans son lit ou dans son canapé et on
On reste un certain temps pour favoriser la fièvre. Parce que justement, la fièvre, c'est très important pour... En fait, c'est ça, tu brûles les toxines en faisant ça. Voilà, en même temps. Pour éliminer et pour que... et ça booste le métabolisme aussi, tout ça. Ça augmente l'oxygène dans les cellules. Bah, c'est le principe du sauna, un petit peu quand même, non? Voilà. Oui. Et ça réactive la circulation. Donc pour les gens épuisés, c'est parfait, hein, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient plus de circulation. C'est du sang de navet, comme on dit par chez moi. Donc un bain chaud... s'ils veulent aller voir sur internet, ben ils tapent docteur Salmonov, Salmonov. Voilà, il est russe et c'est lui qui avait mis ça en place. Donc ça fait partie donc de la loi d'Hormèse pour aussi. D'ailleurs, je pense que quand on commence à sentir qu'on a un rhume qui arrive, il faudrait essayer ça. Moi, j'ai pas de baignoire, mais peut-être une douche très chaude et aller me mettre dans le lit avec plein de couvertures pour bien transpirer, faire monter la fièvre et hop. Non, mais je suis sûr que ça marche. Je suis quasiment sûr aussi que ça marche, effectivement. Oui. Alors, autre manière aussi d'être plus fort, c'est la respiration. Respiration, bah toujours, encore et alors, encore et toujours. Il y a la méthode Wim Hof. Alors lui. Wim Hof, alors il est connu comme Monsieur Iceman, je crois. C'est un monsieur qui peut rester sous l'eau glacée pendant des heures, etc. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et grâce à la respiration, alors, il y a une certaine méthode pour respirer. Donc je peux la donner brièvement. Vas-y. Pour les jeunes, peut-être ça va les intéresser. C'est 30 respirations. Très rapide, c'est ça. Faut bien ventiler, hein, 30 fois très fort. Dernière inspiration, on expire et là on va bloquer et on va rester le plus longtemps possible sans respirer. Sans respirer avec les poumons vides. Oui, donc ce qui est intéressant, les poumons vides. Ce qui est intéressant, que c'est du mode catabolique, on passe au mode anabolique quand on est. J'ai pas encore essayé ça, je vais tester. Donc qu'est-ce qui se passe dans le corps, hein? On voit bien qu'il y a tout d'un coup un changement de. En fait, c'est le changement. En fait, c'est toujours la philosophie du changement corporel. Bah, ouais. C'est ce que je dis. En tout cas, c'est un stress qu'on va proposer au corps. Même le mental, il va dire oh là, je vais mourir. Non. Donc, on peut commencer. Au départ, on va pas trop stresser, on va respirer. Mais plus on va le faire, plus on va aller loin. On peut rester un certain temps sans respirer. Et quand on reste le plus longtemps possible. Et quand tout d'un coup on a de nouveau envie d'inspirer, on prend une grande inspiration. Et là, tout se débloque. Et on bloque 15 secondes. Tout se débloque voilà. Et dans le quart d'heure qui suit, tu gagnes au loto. On fait ce circuit pendant 3 fois minimum. 3 fois, il faut le faire? Ça serait bien, on peut le faire qu'une fois, mais l'idéal, ça serait vraiment le faire 3 fois pour si on veut vraiment, au niveau de notre capacité d'adaptation. Alors concrètement, ça fait quoi ça concrètement? Ça détend. C'est pareil, ça booste tout. Ça booste tout, d'accord. Ça booste le système, puisqu'il y a au niveau de l'oxygène, il y a des choses qui se passent, du gaz carbonique. Enfin, après, c'est tellement compliqué, mais c'est vrai que ça. Et puis, oui, ça équilibre. C'est une manière aussi d'équilibrer le système. Donc, et de élargir, de nous rendre plus forts, puisque le corps va. En fait, l'objectif dans tout ça, c'est de redynamiser le corps. Hein? Oui. Non, mais quelqu'un qui est épuisé, qui a les surrénales par exemple très fatigué, s'il se fait un bain chaud et tout ça, les surrénales vont reprendre un petit coup de jus parce que avec ces, tu vois. Bah tu redémarres en fait. C'est comme doucement à sa dimension, à sa il faut redémarrer le corps, c'est voilà, ça. On refait démarrer doucement le corps, mais les gens qui sont bien portants, ils peuvent aller carrément déjà plus loin, tu vois. C'est oui, non mais parce qu'il y a l'exercice physique aussi. Oui, c'est alors la musculation, évidemment. Là, on est en plein dedans. Après, on va courir. Moi, quand je vais marcher, de temps en temps, hier, j'ai fait des sprints. Je sais pas pourquoi j'avais envie. J'ai fait 3 sprints. Je sais que c'est très violent mais justement, ça fait partie de la capacité d'adaptation. Je vais pas aller, dès que je sens que ça tire un peu, j'arrête. Hop. Et puis on marche normalement. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Tout ce qui va donc vers. Il faut booster son corps. Voilà, on le secoue un petit peu, on le sort de sa zone de confort, et plus on le fait, et plus on fait des choses au mieux. Et en plus, le corps nous remercie. Parce que ça le booste, et tout se remet en place, Et faites l'expérience, vous verrez. De toute façon, les sportifs, je pense qu'ils savent déjà tout ça et ils doivent le savoir. Quelque part, je te dis, c'est le principe de la bouteille d'orangina avec la pulpe au fond, et sans arrêt, en remuant, tu remues la pulpe. Le corps humain, c'est une bouteille d'orangina. Même il y en a même qu'on la forme. Alors, oui. Mais il faut justement toujours se bouger, quoi. C'est pour ne pas que des dépôts se fassent, etc. Non, t'es assez d'accord?
Je ne répondrai pas à ce genre de choses. Non, mais j'étais sérieux pour une fois. Hein. Alors, et je vais parler aussi encore d'une méthode, mais qui est extraordinaire, c'est le jeûne. Ah, Alors, le jeûne, je vais pas faire quelque chose sur le jeûne, là, j'ai plus le temps, mais je vais juste parler du jeûne qui serait très intéressant pour tout le monde, Ceci dit, notamment pour les fatigués. on peut en reparler sur Oui, bien l'émission sûr. d'après. Hein. Après, on parlera une autre fois parce qu'il y a tellement de sortes de jeûnes, et je vais parler du jeûne C'est encore 7 minutes. intermittent. T'as 7 minutes encore. T'as le temps. Le jeûne intermittent, qui est intéressant parce que tout le monde peut le faire. Moi, je le fais depuis des années, enfin depuis au moins 3-4 ans maintenant, et c'est vrai que j'ai récupéré beaucoup d'énergie avec ça aussi. Et les gens fatigués, c'est facile à mettre en place, et ça va forcément, en faisant un jeûne intermittent, c'est-à-dire mettre à jeun le corps pendant un certain temps sur 24 heures, et ne manger que sur un temps réduit. C'est 16 heures, je crois. Hein. Alors il y a deux façons de faire. Il y a sur 16 heures et 8 heures un espace où on mange. D'accord. Ça veut dire qu'on va laisser, manger à midi. Mmh. Tu déjeunes pour le matin? Le soir, on mange à 19-20 heures. Et de 20 heures, si on arrête à 20 heures de manger, hop, on aura nos 16 heures si on remange à midi. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vachement important de pouvoir faire ça. On n'est pas brimé parce qu'on mange ce qu'on veut. À la limite, si on veut pas, pour les jeunes, ça, qu'on n'a pas envie de se compliquer l'alimentation. Et malgré tout, tu jeûnes quand même. C'est ça qui est bien. On jeûne, et dans ce jeûne, il se passe beaucoup de choses dans le corps. Je vais le dire après, pour terminer en beauté. Vas-y. Après, il y a le jeûne du guerrier. Le jeûne du guerrier, alors ça va être 20 heures de jeûne par jour. Ah oui, là, c'est un peu intense. plus... soutenu. Et sauf que ce qui dit 20 heures de jeûne, c'est pas tout à fait du vrai jeûne, moi, je pense, parce que j'ai bien regardé. En fait, c'est ce que je fais finalement. Je crois que je faisais le jeûne de 16 heures, mais je fais le jeûne de 20 heures, j'ai remarqué. Parce qu'en fait, on ne fait qu'un repas par jour sur 4 heures. On mange vraiment dense, tout ce qu'on veut sur 4 heures, là. Mais par contre, dans la journée, on a le droit de manger quelques fruits, quelques crudités, des choses pas caloriques, en fait. Tu vois? Donc tu manges un 4 heures et 20 heures de jeûne. Donc tu restes 20 heures et 4 heures avec une alimentation où tu manges ce que tu veux aussi. Bon, pour ceux qui veulent pas manger trop de... Mais par contre, il faut manger très léger sur 20 heures. Il faut pas manger... Bon, c'est peut-être plus simple de faire 16 heures, 8 heures, hein, c'est clair. 16 heures, 8 heures. Mais il y a beaucoup de médecins qui mangent qu'une fois par jour. Beaucoup de bodybuilders là, qui ont des gros, préconisent aussi le jeûne. Une fois par... Oui. Ah oui, ils sont aperçus qu'ils avaient... Pourquoi? Parce que quand on jeûne, même 16 heures, parce qu'on peut faire un jeûne jusqu'à 40 jours, après, mais on en reparlera une autre fois. Quand on fait un jeûne sur 16 heures, qui est à la portée de tout le monde, franchement, il y a remontée de la testostérone, puissance, énergie, masse musculaire, remontée de l'hormone de croissance, qui est anti-âge et qui détoxe les graisses. Il y a création de nouveaux neurones. Ah, ça c'est intéressant. Oui, bah oui. Donc nous, quand on a un mental épuisé, là le mental va pouvoir récupérer. Remontée des hormones du bonheur, dont on parlait, toutes ces hormones qui nous font plaisir. Remontée de l'insuline, donc les gens très fatigués, qui ont un pancréas fatigué. Nettoyage donc de toutes de cellules. Régulation des cycles circadiens aussi, parce qu'on les a oubliés ceux-là, parce qu'on mange quand on a faim normalement. Aujourd'hui on ne mange plus quand on a faim, on mange 3 fois par jour parce qu'on nous l'a dit. Parce qu'on nous l'a dit, oui. Voilà. Enfin, il y a tellement de bénéfices secondaires que pour les femmes qui veulent maigrir, mais qu'elles sont faim, hein, elles essayent, elles verront déjà, ça va aller mieux. Parce qu'on va laisser le temps au corps, dans cette phase donc anabolique, de se nettoyer, d'éliminer, de détoxiquer, de se reposer, de se régénérer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues dans ce que tu disais. Par exemple, le fait que il faut manger le matin, sinon tu vas pas être bien. Moi, combien de fois j'ai entendu ça? Mais oui. Alors que tu bois un verre d'eau ou une tisane. Alors après, il y a des gens évidemment qui préfèrent manger la nuit et manger le matin parce que Oh, il y en a qui préfèrent. Oui, ça dépend de nos fait comme il cycles veut. aussi. Mais respectez toujours 16 heures sans manger. On peut boire de l'eau, c'est pas le problème. Mais après, sur 8 heures, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est super. Par exemple, pour Noël, on va manger beaucoup. Bah oui. Mais si on arrive à respecter cet intervalle de 16 heures, vous verrez, l'incidence sera beaucoup. Enfin, on aura moins d'incidence sur les problèmes de confort après, quoi, on va dire. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler.
et beaucoup de personnes de la santé, même s'ils n'en parlent pas, ils préconisent ça. Tout le monde maintenant sait que le jeûne peut guérir de tout, à la limite. Donc, moi, je parle du jeûne intermittent là, parce que ça l'a porté tout le monde. Ça permet aux fatigués de remonter leur énergie, de se remettre en phase avec leur rythme. Non, mais et sans parler d'alimentation, quand on commence à jeûner comme ça, on est plus attiré après naturellement, sans faire d'efforts, vers des choses qui nous font du bien, parce que quand on retrouve de l'énergie, eh ben, on a envie de la garder, et tout ça, ça fait un... Mais le jeûne, effectivement, alors même, là tu parlais du jeûne intermittent, mais tu as des... Par exemple, moi je préconise aussi les petits jeûnes de 3 et 7 jours, qui sont bien. Oui, non, aussi. mais ça c'est autre chose. Mais c'est encore autre chose, On on n'a rentre dans pas autre chose. Là, je parle vraiment par rapport à ce parce que les gens fatigués, ils vont pas faire 7 jours. Non, ça c'est peut-être un peu beaucoup, ouais. Mais, par contre, on peut effectivement aller jusqu'à 2-3 jours, même quand on est fatigué. Mais il faut vraiment... Moi, je pense que les gens doivent faire vraiment leur rythme. Et ça peut faire peur, des longs jeûnes. Et puis, c'est pas les mêmes objectifs, en fait. C'est vraiment du nettoyage après, plus à longue durée, tu vois. C'est plus, hop, on va rebooster tout l'organisme. Tous les systèmes qui sont un peu écroulés. Donc vous l'avez compris les auditeurs, le jeûne, voilà, c'est 20 heures de jeûne, 4 heures de vieux. Ça fait 24 heures. Et puis il y a la baisse de l'inflammation et augmentation des télomères. Oui, on n'en a pas parlé de ça. Les télomères qui provoquent la durée de vie plus... Alors ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on peut jeûner quasiment tous les jours, quoi. Ben oui. Moi, je jeûne tous les jours. Hein. Bon, sauf exceptionnellement quand je suis invité. Mais c'est pas grave. Parce que ça fait partie aussi de la normesse. Il faut te faire un bon repas. Hein, hop, on choque le corps. Mais après, on peut très bien jeûner un petit peu derrière. Et puis voilà. Ah oui, en fait, ça dédramatise tout. C'est extraordinaire. Tout à fait, oui. Et puis, comme tu dis, choquer le corps, tu peux le choquer en mangeant beaucoup, énormément. C'est un choc aussi. Par exemple, tu te gaves... Sans dépasser sa capacité, attention d'adaptation, sinon c'est vomissement assuré. Et, la peau du ventre bien tendue, comme top à la fin. Mais pas trop, parce que sinon t'as le ventre qui se déchire. Ah bon, peut-être pas à ce point-là quand même. Bon, en tout cas, je vous remercie tous pour votre écoute, parce que c'était vrai que j'étais un peu stressée avant cette émission, parce que j'avais l'impression que j'allais avoir du mal à pouvoir tout dire et à clarifier des choses qui paraissent compliquées. J'espère que ça vous a en tout cas interloqué un petit peu, pour que vous alliez faire plus de recherches par vous-même, pour poser-moi des questions. Si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, redonne ton numéro à cet effet, justement. Sur Internet, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà. Redonne-nous tes coordonnées à l'antenne pour que les gens notent ton numéro. Oui, c'est le 06 83 16 42 71. 06 83 16 42 71. Ça, c'est pour vous poser vos questions à Anne, et puis éventuellement en savoir plus, parce qu'elle est à votre disposition pour tout ce qui est un peu coaching, etc. Enfin, d'assister un peu les gens dans la santé, etc. Tu fais tout ça aussi, il faut le préciser. Oui, je fais des accompagnements ou des conseils. Après, oui. De manière holistique. Par contre, ce qu'on a oublié de dire, c'est que on a sur YouTube. Il y a le replay. Est-ce que les gens peuvent poser des questions? J'allais y venir, tout à fait. Ce qui prouve qu'on est synchro. Vous avez donc, alors l'émission d'aujourd'hui était peut-être chargée en informations, mais justement vous pourrez la réécouter à partir de la semaine prochaine, et avec les fonctionnalités de YouTube, effectivement, on peut poser des questions en dessous. Ah, ça serait super. Comme ça, je pourrais répondre aux questions et donner des conseils même. Après, c'est à toi de scruter, comme un fil de pêche, si tu veux, c'est à toi de scruter ton fil et puis de regarder s'il y a des questions ou pas. Là, pour l'instant, on a 5 podcasts et effectivement, donc sur YouTube, vous tapez votre petite question et puis n'oubliez pas de nous mettre des petits pouces bleus, hein. Oui, et on va mettre des titres d'ailleurs, parce que là il n'y avait pas de titre et ça serait bien d'en mettre pour que les gens se repèrent aussi. Là, j'étais très contente de pouvoir parler de tout ça, parce que ça me tient à cœur. Je pense qu'avec peu de choses on peut arriver à toujours se sentir mieux, aller faire du mieux. Et moi par exemple, de venir vous parler, ça me fait du bien, vous voyez. Ah bon, on sent que t'es donc boosté, merci à vous. Merci à vous tous, parce que vous m'apportez beaucoup. Voilà. Et donc, je pense que la semaine prochaine, on va aller vers qu'est-ce que ça serait que le sens de la maladie? On va aller vers des choses un peu plus pointues encore. Plus sur pointues le sens. Encore. Qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce que je tombe malade? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, etc. Parce que justement, en ce moment, je suis à un séminaire là-dessus, donc c'est très intéressant. Voilà. Donc, parce qu'on sait bien que c'est pas pour rien qu'on tombe malade. Il y a forcément des raisons. Oui. Quelle sorte de maladie on a, etc. Voilà, donc, on vous met l'eau à la bouche. Je souhaite à tout le monde de prendre soin au maximum de leur corps qui a l'air de rien, et de leur bien-être. Voilà, tout est lié. Hein.
tout est lié. Soyez présent dans votre corps. D'expérimenter, de se faire du bien, de se faire plaisir, Être de présent. se côté. Être présent dans son corps. Émotionnellement, ça fait du bien. Ben voilà, c'est sûr que dans le corps, on n'est pas. Oui, se sentir bien, c'est là où on fait du bien à notre corps. Il peut, pendant ce temps-là, nous faire beaucoup de choses pour nous. Des gros bisous, ma Des chère gros Anne. bisous à tout le monde et merci. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com